Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui bat la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous pour célébrer ce que Aristote aurait appelé l'intellection. Délivrez-vous pour explorer les impossibilités du langage, pour faire danser le mot, pour faire danser l'esprit. Merci de suivre cette émission. Continuez à charbonner votre intelligence. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter une lectrice patentée. Madame est jeune, elle fait 1,65 m d'intelligence et de séduction. Ça promet, vous êtes sur la télévision Caraïbe. Je vous laisse respirer pour la rubrique Temps Poème. J'ai en main une anthologie négro-africaine. C'est pour ouvrir une lucarne sur la négritude, mouvement littéraire et politique, avec Aimé Césaire, avec Léopold Sédar Senghor, avec le Guyanais Léon Gontran Damas. Des Haïtiens aussi étaient dans ce courant littéraire, dont René de Pestre, qui déjà à 16 ans écrivait « Je ne viendrai pas ce soir, tisser au fil de ton regard, des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. » Il avait 16 ans. À la jeune génération qui regarde maintenant cette émission, continuez à charbonner votre intelligence et à engendrer du sens. Je vais vous lire un poème de Pestre qui a pour titre « Minerai noir ». Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Et tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelque alliage précieux avec le métal noir. Tout juste, si des dames ne rêvèrent d'une batterie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service à thé en massif négrillon des Antilles. Tout juste, si quelque audacieux curé ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou si quelque vaillant capitaine ne tailla son épée dans l'ébène minéral, ou encore si un brave Père Noël ne songea à des petits soldats de plomb noir pour sa visite annuelle. Toute la terre retentit de la secousse des foreuses dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Oh, couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine, combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair, combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation de clarté de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes. Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Minerai noir, René de Pestre, il avait 25 ans quand il a écrit ce poème. Je vous laisse respirer. Je vais maintenant donner la parole à deuxième, Manick Maître. Mademoiselle est psychologue en puissance. Mademoiselle est professeure de français. Mademoiselle est lectrice.
Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Mademoiselle Maître. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Manick Maître, que madame s'appelle, Manick Maître qui doit, tout comme vous, affronter un mot qui est quelque peu particulier dans nos habitudes de communication, le mot confinement. Vous êtes prié de rester chez vous le plus que possible. Mais ce temps de confinement, il faut bien l'habiter. Et les livres sont des êtres de langage qui peuvent embellir votre temps de confinement. Madame Maître va vous proposer des lectures pour remplir ce confinement qui s'impose à vous pour votre conservation personnelle dans ce temps de Covid-19. Mais faut-il rester chez soi et ne pas charbonner son intelligence? Non, ce serait mal faire les choses. Mademoiselle Maître, bienvenue sur ce plateau. Merci D'Angelo. C'est tout un plaisir de te recevoir avec ta petite bibliothèque avec toi. Et tu as à côté de toi, ne serait-ce que pour lancer les hostilités, amour, colère et folie. Mais je ne vais pas commencer par amour, colère, folie. Je vais commencer par Mademoiselle Maître et la lecture. À quel moment cette activité mentale t'a intéressé? Bon, j'ai commencé à lire très tôt. J'ai appris à lire très tôt parce qu'à la maison, j'avais un oncle qui me faisait l'école à la maison. Donc, je pense que dès mes 5 ans, je savais déjà lire. Un tout petit peu, mais je savais lire. Et puis, il m'apportait des livres imagés que je lisais. Et j'ai une grande sœur qui est de 2 ans mon aînée. Elle avait, elle aussi, des livres, mais des livres qu'elle lisait pour son école. Elle était déjà au secondaire, moi j'étais toujours en primaire. Et je me souviens encore, je lisais ces livres-là. Je lisais ces livres, j'avais lu Les Misérables. J'avais déjà lu Gouverneur de la Rosée. Et je comprenais. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, c'est toute ma vie. Maintenant, je ne lis plus pour lire. Il faut que la lecture serve à quelque chose. Ok. Et Bon, qu'est-ce que tu façon, entends par servir à quelque chose? C'est toujours bien de lire, ça sert toujours à quelque chose. Ce que je veux dire, j'essaie de voir, parce que maintenant, en voyant ce qui se passe autour de moi, la société, j'essaie de voir ce qui s'est passé, ce qui a été fait, ce qui doit être changé, pour changer la situation. Donc, c'est ce que je veux dire par je ne lis plus pour lire. Mais ce qui fait que maintenant, tu es dans des lectures dirigées un oui, peu. Est-ce que tu lis des choses qui correspondent à tes valeurs ou des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs, que pour essayer de mettre en confrontation tes valeurs avec d'autres valeurs? Je pense qu'il faut lire les deux. Pourquoi? Parce qu'on a sa petite idée, mais si on ne va pas, il faut voir ce qu'on dit, ce qui est contre, les critiques contre et ce qui est pour. Comme ça, ça nous permet d'avoir un juste milieu. Donc, ne pas lire ce qui est contre ce que je défends, je pense que ça me limite. Je suis beaucoup plus limitée, donc pour cela, on lit un petit peu des deux. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est une fiefée chrétienne, profondément témoin de Jéhovah adventiste, peut lire un athée comme Michel Onfray? Je pense. Ou est-ce qu'un athée peut lire la Bible, l'Apocalypse, Genèse et tout? Laissez-moi vous dire, pour avoir une critique, il faut avoir les deux versions. Si je ne sais pas ce que dit l'autre, je ne peux pas contredire ce qu'il dit. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Tu penses qu'il faut se ressourcer dans toutes les sources? Justement, il faut avoir l'argument et le contre-argument. Et quand tu me parles de lecture dirigée, d'une lecture pas pour la gratuité de l'acte, mais pour te mûrir dans un certain domaine.
En ce moment, tu nous as apporté sur le plateau Amour, colère, folie. Qu'est-ce que ce livre a apporté à ta vie qui n'y était pas avant? Déjà, ce livre, Marie Vieux-Chauvet l'a écrit du temps de Duvalier. Je n'étais pas là, je n'étais pas encore née. Déjà, ça me donne une idée de ce qu'a été la dictature. Moi, je pensais que tu étais déjà né, hein, comme quoi on peut se tromper, mais c'est pas grave. Non. Tu n'étais pas encore là à l'époque de née, non. Duvalier. Déjà, ça te donne une idée de ce qu'a été la dictature. Donc, je pense que c'est le bon côté qu'il y a avec les livres historiques. OK? Ça te donne une projection, bon, pas une projection, ça te dit ce qui a été fait dans le temps. Et en quoi est-ce que ça... Et on a vu ce qui s'était passé. Par exemple, avec... Bon, déjà, voir la dictature, ce que je ne comprends pas, surtout, bon, on va revenir là-dessus. Ouais. C'est, par exemple, dans Folie, parce que c'est une trilogie, c'est 3 histoires. Dans Folie, on va voir comment est-ce que des poètes ont voulu se révolter contre le système. Et là, c'était au temps de Duvalier. Moi-même, je ne comprends toujours pas comment est-ce que maintenant, les jeunes sont aussi laxistes, comment est-ce qu'ils laissent passer tout ça, tandis qu'il n'y a pas de dictature, c'est plus calme. Je suis d'accord que la situation est difficile, mais ce n'est plus la même situation. Regardons, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, le monsieur qui avait écrit le gouverneur de la Rosée? Jacques Roumain? Jacques Roumain. Jacques Roumain a passé une bonne partie de sa vie en prison. Il a voulu se battre. Attends là, Manick, tu es en train de dire, dans Folie, il y a des jeunes qui ont pris leur destin à deux mains, qui se sont révoltés contre un ordre politique duvalieriste. Oui. Et tu estimes que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette conscience politique-là. Justement, c'est ce que je trouve. Non, bon, ok, d'accord, ils lisent, mais ils lisent pour lire. Ce que je veux qu'ils lisent et qu'ils se servent. Pas seulement à des fins personnelles, mais lire par exemple Amour, colère et folie ou les autres ouvrages. Là, c'est lire, prendre exemple pour apporter un changement. Il faut que ce soit utile à la communauté. Il ne faut pas lire que pour soi. Il faut lire pour aider les autres. Lire pour porter un changement pour tout le monde. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Marie Vieux-Chauvet, c'est un fait assez anecdotique. Quand elle publie le livre, c'est un peu un brûlot anti-Duvalier, tu l'as dit. Ah ben, son papa va acheter tous les livres. C'est son mari qui va acheter tous les livres pour oui, éviter parce que... Oui, pour éviter, parce que bon, c'est déjà pour éviter de se faire tuer. Il a dû acheter tous les livres, tous les exemplaires. Et elle a dû s'exiler aussi. Oui, elle est partie à New York. À New York, où elle est morte quelques temps plus tard. Mais ce qu'il y a à voir, c'est le courage. Elle a eu, dans le temps, comme si ce temps-là, elle a risqué sa vie. Mais elle a eu le courage d'écrire. Voici... Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous n'avons pas ce courage-là. Nous n'avons pas... J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais nous restons là à regarder. Nous ne faisons rien. Alors, on a perdu le courage de dénoncer les choses, de pointer les réalités du doigt et de demander que les choses changent. Le courage de penser à la collectivité. On ne pense plus à la collectivité. Maintenant, les jeunes ne pensent qu'à se sauver. Ce qui est bizarre, parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde ne partira pas. Tout le monde n'aura pas la chance de partir. Bon, mais ce n'est pas une chance non plus. Ce n'est pas une chance de partir. Tout le monde ne partira pas. On ne peut pas avoir un visa pour tout le monde, pour tous les Haïtiens. Donc, tout le monde pense à se sauver. On n'est plus dans le collectif, c'est surtout l'individuel. Et on va se dire, le problème n'est pas qu'en Haïti. C'est un problème, c'est tout le système le problème. C'est le système capitaliste le problème. Donc, le système capitaliste, la manière dont il est structuré, fait beaucoup d'injustices. Ça, on l'a compris. On va en reparler avec notamment d'autres choix de lecture que tu as. Mais dans Amour, il y a aussi le préjugé de couleur qui est posé, la question de couleur en Haïti qui est posée. Est-ce que tu penses que cette question de couleur est toujours d'actualité? Je pense que oui. Ce qui est dommage, parce qu'on est un peuple noir. Mais je pense que oui. Je connais encore une famille
qui dit encore, il y a un d'entre eux qui est un petit peu plus foncé que les autres. Et qui lui a longtemps dit qu'il n'était qu'un, bon, ça c'est l'expression que j'utilise, un ravet dans un verre de lait. Donc c'est encore là. Mais le problème, ce n'est pas, mais on se perd aussi avec cette histoire de couleur. Ce n'est pas ça le problème. Quand je me fais mordre par un chien, ce n'est pas la couleur du chien qui m'intéresse, c'est la morsure. Donc le problème, ce n'est pas la différence de couleur. Le problème, ça se trouve entre les exploités et les exploiteurs. Donc tu penses C'est ça que l'opposition. la question de couleur serait un épiphénomène, c'est pas ça le phénomène? Ce n'est pas, justement, ce n'est pas ça le phénomène. Est-ce que tu dirais que la littérature de Marie Vieux-Chauvet, est une littérature de gauche ou une littérature qui est d'une social-démocratie, une droite modérée, une droite douce? Non, je pense qu'elle se place au centre. Quelqu'un d'extrême gauche ne va pas s'y trouver, quelqu'un d'extrême droite non plus. Elle est au centre. Je pense que c'est ça aussi la beauté, la beauté de l'œuvre. Elle ne prend pas parti pour. Elle est là, elle raconte ce qui s'est passé, elle nous donne une petite elle nous donne une petite image, elle peint une image de la société de l'époque, de la politique de l'époque, de Duvalier. Et sa plume est très politique également. À aucun moment, elle ne cite les tontons Macoute. À aucun moment, elle ne cite Duvalier. Oui, et le langage est très calfeutré à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de... Elle ne cite pas, par exemple, pour dire tonton Macoute, elle dira le gorille, elle dira... Elle avait utilisé d'autres mots. Ça nous montre comment, à cette époque-là, la littérature était bâillonnée. On n'avait pas une liberté d'expression réelle. Ce qu'on a aujourd'hui, donc pourquoi est-ce que les gens ne se battent pas? Maintenant, ce que je ne comprends pas, on a la liberté d'expression, et peut-être qu'on fait un surusage de cette liberté d'expression. Il y a peut-être trop de gens qui s'expriment maintenant. Et du coup, comme tout le monde s'exprime, personne ne dit rien. Je pense qu'il y a ce problème. Quand tu écoutes les médias maintenant en Haïti, tout le monde a quelque chose à dire. Quand tu prends les réseaux sociaux, YouTube, tout le monde a une page, tout le monde a une publication à faire. Et du coup, quelle est la valeur réelle du discours politique dans un monde où tout le monde peut dire quelque chose? Non, mais c'est pas ça, dire. Il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas d'écrire. Il faut faire aussi. Il faut agir sur le terrain. Il faut agir, justement. Pour que les choses changent. Il ne suffit pas de se plaindre. Ça ne sert à rien de se plaindre. Pleurer et se plaindre, ça ne fait rien. Il faut se battre. Pour transformer la situation, on va commencer par nous battre avec la lecture. Veux-tu nous lire un extrait de Marie Vieux-Chauvet, à mon colère folie? Il y a plein de jeunes qui regardent et qui se disent à quel moment Manick va nous lire un petit extrait. Ainsi, on pourra goûter à la plume, goûter au souffle littéraire de cette grande dame de la littérature haïtienne, Amon Colère Folie. Le livre a été réédité tout récemment en France au Temps des Cerises, qui est une jeune maison d'édition qui publie beaucoup d'écrivains haïtiens en France. As-tu trouvé ton passage? As-tu jeté ton dévolu sur un moment de Marie Vieux-Chauvet? J'aime beaucoup tes marqueurs de page aussi. Hein, oui, ça c'est pour marquer les pages. Comme ça, tu ne te perds pas. Tu as tes pages. J'attends que tu trouves. Hein. On a tout notre temps, t'inquiète pas. On a tout notre temps. Tu lis un extrait de ton choix, mais un extrait qui, selon ton point de vue, porterait un peu l'idée du travail de Marie Vieux-Chauvet, qui était il y a quelques années invité d'honneur à Livre en Folie. C'était quand même une bonne occasion pour que beaucoup de jeunes se mettent à découvrir son œuvre. Une plume fougueuse, engagée, assez féministe quelque part, mais politique surtout. Tu as la parole, Manick Maître. Tu as trouvé ton passage? Tu le cherches, ton passage. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc, je vais continuer à parler jusqu'à ce que tu trouves ton passage. Non, mais tu ne pourrais pas trouver un passage dans un autre livre. Mais tu lis n'importe quel passage. Commence par l'incipit de Hamon, qui est très bien, avec la vieille sœur au début. Je trouve que... Oh, je voulais pas. J'ai aimé un passage qui parlait de la couleur de peau, mais je ne voulais pas poser ce problème-là, parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Ouais. Déjà, sa description, sa jalousie, c'est un peu pour t'orienter. Comment elle jalousait un peu ses sœurs, mais secrètement, comment elle avait un regard un peu sur l'époux. Bon, en tout cas, c'est toi qui vois.
C'est toi qui sélectionnes ton passage. Mais comme tu as parlé de folie, le passage où les jeunes s'engagent. C'est ce que je voulais, Ouais. mais je viens de me rendre compte que j'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est un passage qui est trouvable. Et à mon colère folie, j'en profite aussi pour dire que c'est un livre qui est disponible en version numérique sur Griot. Vous savez, Griot, j'ai reçu il y a la semaine dernière Javenel Casséus, qui dirige une plateforme numérique qui propose toute la littérature haïtienne contemporaine disponible gratuitement sur Internet. Donc, si vous tapez Griot, GRIYO.com, vous tombez directement sur cette plateforme numérique mise en place par Jean-Venel Casséus, aidé par France Medleguiou, une jeune comédienne haïtienne, où vous pouvez avoir accès à ce livre, À mon colère folie. Je sais qu'il est difficile de sortir, je vous recommande de ne pas sortir de chez vous. Donc vous pouvez avoir la version numérique gratuitement de Amour, colère, folie, véritable brûlot anti-duvalieriste et véritable roman d'époque qui nous permet de saisir un moment marquant et contemporain de notre histoire de peuple. Et Manick est en train de trouver le meilleur passage qui va vous donner tout le souffle de Marie Vieux-Chauvet. Manick, as-tu trouvé ton passage? Mais tu peux lire n'importe quel autre passage sinon. L'idée, c'est que les gens aient accès à la plume, à sa littérature, à son langage, à son déploiement d'écrivaine. Là, ça va, hein? Ne cherche pas le passage qui va changer le monde. Cherche le passage qui va permettre aux gens qui te regardent de se dire « Ah, c'est comme ça qu'elle écrivait, Marie Vieux-Chauvet. J'aimerais bien écrire comme ça aussi. » Je vais dire ça. Ah, Ok. Vas-y. Je vais dire ça. Rien ne doit me distraire de mon but. Je sais qu'ils reviendront. J'ai besoin de silence et de solitude. Je ne m'ouvrirai pas non plus à ces mots. Il ne comprendrait pas. Il m'a déjà suffisamment fait perdre mon temps. Mon plan de bataille est parfait. Je suis prêt pour la grande offensive. Ils vont revenir, je le sens. Ils doivent être là, tapis quelque part à attendre au signal. Quelques ordres venus, je ne sais d'où, et qu'ils doivent savoir interpréter. Quelques lumières tremblotent au loin, et la silhouette de la grande rue se dessine vaguement dans le prolongement de ces lumières. Amour, colère, folie. Première recommandation, merci Manick pour cette lecture. Première recommandation de lecture de mon invité qui s'appelle Manick Maître, qui est professeur de français et qui fait des études en psychologie. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, vous suivez l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Gardons bonheur. Je vous laisse respirer. On vous revient tout de suite sur ce plateau pour d'autres recommandations de lecture. Profitez de ce temps chez vous pour vous cultiver. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours des livres et vous, délivrez-vous pour vous délivrer du poids de la paresse, de l'oisiveté, de la non-productivité. Délivrez-vous pour vous dire que vous avez une responsabilité envers vous-même et envers votre collectivité. Vous êtes tenu de vous cultiver, vous êtes tenu d'être un agent productif dans la sphère commune de citoyenneté dans laquelle vous vivez. Vous avez une obligation, que dis-je, une injonction de lire. Restez chez vous par ce temps de Covid-19, mais remplissez ce temps de lecture. Manick Maître, qui est mon invité
pense exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'elle est sur ce plateau, à au moins 1,30 m de moi, au moins pour la sécurité, mais on se partage le même plaisir du texte, comme aurait dit Roland Barthes. On a parlé de Amour, colère, folie. Tu nous as ramené un autre livre qui me semble a pris un coup de vieux. Est-ce que... Comment tu as rencontré ce livre? Et quel est ce livre en question? C'est La mer. C'est de Maxime Gorky. Maxime Gorky, écrivain russe de la bonne époque. Ce livre m'a l'air très vieux. Tu m'as l'air très jeune. Comment tu peux expliquer à un jeune qui te regarde là maintenant l'intérêt de lire un livre ancien? Les livres n'ont pas d'âge. Les livres n'ont pas d'âge. Non. D'ailleurs, c'est bien de lire des livres anciens aussi. Ça vous permet de savoir ce qui s'était passé dans le temps. Donc c'est là que nous sommes dans la culture, Manick. Si quelqu'un lit La mer comme toi, il est au moins au début du XXe siècle en Russie, avant la Révolution d'octobre. Oui, ça, c'est exactement avant la Révolution d'octobre. D'ailleurs, c'est avec ce livre-là que j'ai, parce que je l'ai lu, j'étais petit, c'est avec ce livre-là que j'ai connu la Révolution d'octobre. J'ai cherché à savoir ensuite, parce que ce livre raconte l'histoire d'une mère croyante, opprimée, parce que son mari était, comme la plupart des ouvriers, son mari était alcoolique, elle était battue. Déjà que c'était une femme de l'époque, donc on comprend. Et quand son fils était différent des autres, quand son fils a décidé de militer, elle a adhéré à la cause. Alors, tu as dit, son fils a décidé de militer, elle a adhéré à la cause. De quelle militance parlons-nous? La lutte ouvrière, son fils était ouvrier. Déjà, c'était la femme d'un ouvrier et la mère d'un autre. Donc, on comprend. Maintenant, son fils, c'était dans une dictature, ok, qui a duré 3 siècles. Avec les tsars. Oui, avec les tsars, qui a duré 3 siècles. Et elle a eu le courage de se battre. Mais au début, c'était compliqué, j'imagine. Elle n'avait pas la culture politique, elle n'avait pas le niveau intellectuel. Comment ce changement a pu être opéré? Comment elle est passée du statut de femme soumise, inculte politiquement et intellectuellement, à une femme engagée politiquement dans les idéaux socialistes? Elle a suivi son fils. Déjà, elle entendait les discours de son fils, de ses camarades également. Et elle a compris. Ce qu'on ne sait pas, on pense toujours que le fait de n'avoir pas été à l'école, de ne pas savoir lire, nous empêche de comprendre les choses. C'est différent. C'est pas vrai du tout. On peut être analphabète et être un très bon militant. Ça me fait penser à mon grand-père. Il a 86 ans et il a milité toute sa vie. Et il y a une femme que j'adore, c'est mon exemple, c'est mon modèle, c'est Arlette Laguerre, qui est dans les 80 maintenant. Et elle milite encore, elle a milité toute sa vie. Elle a été candidate à la présidence 6 fois. Et je pense que oui, elle s'est présentée au municipal tout dernièrement. Donc, tu penses qu'il n'y a pas d'âge pour militer? Il n'y a pas d'âge pour militer, il n'y a pas... Là, nous sommes dans la militance politique de gauche. Bon, je ne me situe pas. Je parle de la militance ce soir. Donc, du coup... Du militantisme. Je parle de la révolution. Une révolution qui est inévitable, qui est évidente, qui doit se faire. Ben, tu sais que l'extrême droite peut faire une révolution. Et les garçons de la Silicon Valley et les garçons de Facebook, Twitter, Amazon, qui valent des milliards de dollars, peuvent faire une révolution. Laissez-moi vous dire, on est d'accord que le capitalisme ne va pas. Ne va plus. Nous savons qu'ils ont tout pour tuer. Nous avons, je pense que les hommes sont là. On a plein d'hommes. S'il fallait faire la guerre, on aurait eu assez de ressources pour faire la guerre, pour tuer. Mais comment expliquez-vous que maintenant, avec le corona, qu'il n'y a pas assez de masques? Donc, il n'y a pas assez de matériel pour sauver des vies, mais il y en a suffisamment pour en tuer, pour en prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix, en effet, que ce système a fait. Il y a plus choix. d'argent dans l'armement nucléaire que dans les laboratoires pharmaceutiques.
Donc, déjà, là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le système ne marche pas. Il y a des milliers de pauvres Alors- et une petite infinité, toute petite, de riches. Alors, Il y a des exploiteurs, c'est ça le problème. Manick, est-ce que C'est- le système ne marche pas pour quelques individus, j'imagine? J'imagine que les gens qui font les armes vont très bien. Ça rapporte des millions de dollars par mois de profit, tu vois. Donc, est-ce que le système ne va pas bien pour certains? Si le système ne va pas pour la majorité, le système ne va pas tout court. Si le système va, justement parce que le système va pour une petite minorité, c'est-à-dire les exploiteurs, ça montre que ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il y a, même en France, même dans les grands pays, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de logement? Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas assez d'argent pour la santé? Regardez le budget pour la santé dans tous les pays du monde. Et qu'un footballeur touche des milliards de dollars. Comprenez que ça ne va pas. Et comment peut-on faire en sorte pour que ça aille? Si je considère ton livre La Mère, ton personnage, non seulement le fils va être emprisonné à plusieurs reprises, mais la mère termine sa vie en prison. Et maintenant, il y a plus de prisons, Manick. Hein? On ne termine pas sa vie en prison. Il y a plus de prisons. Il y a plus de prisons, mais il n'y aura pas de prison pour tout le monde. Et puis, de toute façon, il n'y a plus la dictature, surtout en Haïti. On ne peut pas te mettre en prison parce que tu te bats pour une cause juste. On est d'accord? Et n'oubliez pas, quand il y avait l'esclavage, il y avait une révolution. Et la classe des exploités est majoritaire. Regardez le nombre d'ouvriers qu'il y a à Sonapi. C'est juste un exemple. Donc, comprenez bien que la répression est minime. Et il n'y a même pas je ne vais pas dire de vraie répression, mais ce n'est pas comme au temps de Duvalier, il n'y a pas de dictature. Et ceci, c'est dans le monde. Donc, il y avait la révolution prolétarienne en Russie. Avant, Russie n'était qu'un vaste pays pauvre. Ah, c'est arriéré, en effet. Après la révolution, il est passé du grand pays pauvre à l'une des plus grandes puissances mondiales. Bon, après, il y a eu quand même l'effondrement du bloc soviétique. Donc, le capital a peut-être gagné. Le capital n'a pas gagné. Pourquoi? Oui, il y a eu l'effondrement, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. C'était pas ça le but. Staline a trahi le parti. Staline l'a trahi. Mais c'était pas ça le but. C'était pas ça le communisme. Donc, tu penses que Staline a desservi les principes du communisme, d'où l'effondrement par la suite du bloc soviétique. Ceci n'empêche que, tout de suite après, ils ont eu le travail, il y a quand même eu un travail qui a été fait. Ce n'était plus le pays pauvre d'avant. Je suis d'accord qu'il y a eu l'effondrement, qu'il y a eu tout un changement. D'ailleurs, il fallait qu'il y ait ça parce que ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Staline a fait son affaire. Mais on est d'accord aussi qu'il y a eu un changement par rapport à ça. Mais Manick, est-ce que le communisme est toujours envisageable dans le monde actuel? Parce que là, nous sommes dans des vastes démocraties, dans des modèles politiques qui ne sont pas communistes, où tout le monde a accès au bien-être. Où 98% des gens ont accès au bien-être. Je ne voudrais pas que... je ne prône pas le communisme, je ne prône pas le socialisme. Je n'ai pas un système en tête. Je dis juste que celui-là doit changer. C'est-à-dire le capitalisme. Le capitalisme. Et les gens qui vont te dire que ce système-là marche dans beaucoup de pays. Si tu prends tous les pays qui sont en Scandinavie, Norvège, Suède, ça va. Si tu vas au Japon, ça va. C'est encore le système capitaliste. Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous appelez? Quand est-ce que ça va? Ça va quand la majorité de la population va bien. Mais si c'est une minorité qui se sent bien, qui se sent confortable dans tout un système, ça ne va pas.
On est d'accord que déjà, par les élections, c'est la majorité qui importe, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est parce que non, ça doit aller, comme si, ce que je veux dire, c'est que pour que ça aille, il faut que la grande majorité se sente bien, ce qui n'est pas le cas. Et le coronavirus nous a fait comprendre aussi que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un passage dans la mer que tu as envie de partager avec nous? J'imagine que c'est un livre libre de droit que les gens peuvent aller lire gratuitement sur Internet. Hein? Oui, Ouais. oui. Sur beaucoup de sites, beaucoup de plateformes. Quand on se rencontrait, on s'entretenait de la fabrique des machines. On invectivait les contremaîtres. Les paroles et les pensées ne se rapportaient qu'à des choses liées au travail. L'intelligence malhabile et impuissante ne jetait que de solitaires étincelles, qu'une faible lueur dans la monotonie des jours. En rentrant, les maris cherchaient querelle aux femmes et les battaient souvent, sans épargner de leur force. Les jeunes gens restaient au cabaret ou organisaient de petites soirées chez l'un ou chez l'autre, jouaient de l'accordéon, chantaient des chansons stupides et obscènes et buvaient avec excès. Exténués par le travail, ces hommes s'enivraient facilement et de chaque poitrine se développait une surexcitation maladive, incompréhensible, qui voulait une issue. Alors, pour n'importe quel prétexte, ils s'attaquaient mutuellement avec une irritation de fauve. Il se produisait des rixes sanglantes. Ça, c'est les dégâts de l'alcool, justement, dans les milieux ouvriers, dans les milieux pauvres. Ce n'est pas que le dégât de l'alcool, ce sont les dégâts de l'exploitation. Pourquoi est-ce que les ouvriers boivent? C'est pour oublier. Oublier quoi? Oublier la misère, oublier ce qu'ils vivent. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi surexcités? Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, par contre, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas ce qu'ils ont en réalité. Parce que, imagine-toi que quand ça se passe oh, c'est comme une dynastie. Mon père était ouvrier, je le suis. Parce qu'en réalité, soyons sérieux, est-ce qu'il y a d'autres issues pour eux? On va se dire, c'est ce qu'on dit, on va se dire que tout le monde a la même chance de réussite. C'est pas vrai du tout. Un ouvrier avec le maigre salaire qu'il a, pensez-vous qu'il pourra donner à ses enfants une éducation ou une instruction qui puisse lui sortir de ce milieu-là? Un ouvrier qui déjà il se bat péniblement pour pouvoir survivre au jour le jour. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y a un autre destin pour son enfant, un autre avenir pour l'enfant d'un ouvrier? Non, tu penses que ça va créer presque une misère à la chaîne? Et les ouvriers vont faire des enfants qui, à leur tour, seront des ouvriers. Les patrons vont faire des enfants qui, à leur tour, seront des patrons. Ça se passe et le système va continuer comme ça. Ça se passe comme fleurir. ça. On est d'accord que les patrons font en sorte que l'entreprise familiale reste. Comme si que, voilà, c'est toute une succession. Que c'est une l'entreprise dynastie. soit reprise par le petit-fils, Par le petit-fils. Voilà. Ouais. Eh bien, c'est exactement la même chose. On les conditionne pour qu'ils soient toujours des exploités. Ils sont conditionnés pour. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut un changement. La littérature, Certains la choisissent, mer. c'est pour ça que je fais un appel aux jeunes. Certains choisissent de partir, mais tout le monde ne peut pas partir. Et partir pourquoi? On part et on est toujours exploité. Parce que l'exploitation n'est pas qu'en Haïti. On est toujours exploité. En France, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas de logement dans le froid. On est d'accord? Donc, ce n'est pas fuir Haïti, ça ne sert à rien. Quand tu travailles pour enrichir le patron, tu te tues. Chaque jour qui passe, tu te tues. Se tuer au travail pour un salaire de misère Alors, il faut qui dire ne paie que les dettes. pour mettre un bémol, les exploitations ne sont point les mêmes
Un ouvrier en France n'est pas dans les mêmes conditions qu'un ouvrier haïtien ou un ouvrier malaisien. Oui, il y a des gens en effet qui dorment dans la rue en France, mais ils sont pas des Français pour la plupart. C'est des Roms, il y a beaucoup de Roms, tu as quelques Français, mais 98% des Français ont un niveau de vie. Ils sont exploités, c'est vrai. Ils ont un salaire pas très intéressant, mais ils ont un niveau de vie malgré tout. Il me semble que le système capitaliste exploite beaucoup plus les gens dans quelques géographies. Je suis d'accord que l'exploitation est peut-être plus féroce dans quelques... Mais l'exploitation est partout. Oui, c'est quand même de l'exploitation. Et vous dites un niveau de vie par rapport à. OK? C'est un niveau de vie par rapport aux autres, à une catégorie. C'est un niveau de vie, par exemple, la classe. Bon, on va parler des prolétaires. Les prolétaires, c'est l'ensemble des gens qui travaillent, qui sont exploités. Donc, on va me dire, par exemple, qu'un comptable a un niveau de vie supérieur à un ouvrier. On est d'accord. Mais il reste un exploité. Mais un comptable où? Un ouvrier où? La question du lieu est importante, Manik. Mais on va en retourner. Je veux parler d'employés et d'ouvriers. OK. OK? C'est juste pour montrer la différence. C'est ce qu'on va me dire. Mais ce n'est pas vrai. On est exploité. Ce n'est pas une question de catégorie. C'est une question de... L'opposition, c'est entre les exploiteurs et les exploités. Je comprends, c'est le principe générique. Il y a d'un côté les exploités et de l'autre côté les exploiteurs. Les exploitants, ouais. On se dit qu'en France, c'est moindre, mais ce n'est pas vrai. Oui, de toute façon, en Haïti, on est dans un pays pauvre. On est d'accord. Bon, beaucoup plus pauvre que la France, on est d'accord. Mais ils sont quand même exploités. Et les gens qui vivent aux États-Unis, par exemple, beaucoup de gens ne vivent que pour les dettes. C'est comme l'esclavage. On te donne une petite maison où tu dois vivre. De toute façon, ton salaire ne sert qu'à la payer, cette maison-là. Ton salaire ne te sert qu'à manger. Donc, tu travailles pour survivre. Tu travailles pour enrichir le patron. Et il te fait survivre. Parce que tu ne vis pas. En réalité, tu ne vis pas. Qu'est-ce que tu as pour vivre? Combien d'entre nous qui avons une vie plus ou moins, combien d'entre nous pouvons se permettre de prendre une petite pause? De prendre une année sabbatique. Mais on va en parler. Mais la télévision a malheureusement son temps. On va retourner dans cette discussion que je trouve fort chaleureuse et fort contemporaine et fort politique, quelque part. Nous sommes dans un ordre politique et social donné qui s'appelle le système capitaliste. Le Covid-19 que nous affrontons là maintenant prouve à quel point ce système était quelque peu désorganisé, alors qu'il y a des milliards de dollars dans l'armement chimique, dans l'armement nucléaire, dans le football, dans la publicité. La publicité comme marché représente des milliards de dollars, mais il y a quand même une incapacité humaine à faire des masques déjà. Il y a quand même un système de santé aux États-Unis qui n'arrive pas à recevoir tous les malades qu'ils ont. En France, c'est la même chose, en Espagne, en Italie. Ça prouve quelque part que le système capitaliste n'est peut-être pas aussi intelligent que ça. Je vous laisse respirer. Mon invité est motivé. 2 livres recommandés déjà. Amour, colère, folie, Marie-Vieux Chauvet, La mère de Gorky. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission qui propose de la discursivité, une discursivité tout intellectuelle, une discursivité littéraire qui peut être des fois engagée, orientée. J'ai une invitée qui est
habité par quelques idées. Et si je considère la sémiologie de ces deux recommandations de lecture, Amour, colère, folie et la mer, nous sommes dans un univers de sens qui est de gauche. Nous parlons du système capitaliste, un système qui est axé sur l'exploitation de l'autre, un système qui entend même justifier cette exploitation. Mais beaucoup de gens se plaisent à dire, les gens qui sont les possédants, ils se sont battus, ils ont travaillé pour posséder leurs entreprises. Pourquoi, si je considère la mère, pourquoi le fils de cette jeune dame veut contester une richesse ou souhaite réorganiser une richesse que quelqu'un a durement travaillé pour établir? Quand tu fais ton usine, tu as travaillé pour construire ton usine. Non. Tu as dépensé ton argent. C'est Pourquoi quelqu'un te dit tu dois mieux me payer alors que c'est mon usine? Je gère ça comme je veux. Parce que c'est pas vrai, c'est l'idée qu'on projette du capitalisme, c'est pas vrai du tout. Cette histoire que je me suis battue pour avoir. Déjà, toute richesse vient d'une exploitation. Comment est-ce que je peux me vanter ou bien comment est-ce que je peux dire que cela m'appartient? C'est pas moi qui l'ai fait. Et déjà, avec colère, dans Amour, colère et folie, nous avons vu au temps de Duvalier comment est-ce que les Macoutes s'étaient appropriés des terres des autres. Et ça a toujours été comme ça. Dans colère aussi, on expliquait comment est-ce que le grand-père a acquis cette terre. Il vendait des animaux, il venait à Port-au-Prince, et des paysans ne pouvant pas, en difficulté, vendaient les terres pour un poignet d'argent. Et ça, est-ce que ça, ce n'est pas volé? Si on achète pour une poignée d'argent, si on va construire son usine, le modèle social, économique, capitaliste font de l'exploitation comme la seule manière de vivre. C'est ça. On n'utilise que la force de travail des gens. C'est un système inhumain. Mais pourquoi les gens donnent leur force de travail? Parce qu'ils ont été conditionnés pour. Conditionnés par quoi? Par l'État? Par le Conditionnés par système. l'Église? Par le système. Quels sont les agents? Ils sont conditionnés pour. Quand ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, ils se laissent exploiter. Déjà que, de par l'éducation, l'éducation est faite pour et par les exploiteurs. Donc, déjà, on est là, on te dit que tu dois être serviable. OK? Déjà, à l'école, on t'éduque pour que tu dois être le meilleur pour aller à l'université, tu dois être le meilleur pour trouver un bon job. C'est ce qu'on nous apprend. Donc, ils ont été conditionnés pour. Donc, conditionnés pour être des soumis, pour être des exploités. Pour être des soumis. Et pour être éternellement exploités, de génération en génération. donc, tu entends que Akio Toyoda, qui a créé la maison Toyota, serait un exploitant. Il a volé quelque part pour construire la maison Toyota. Tu entends que toute richesse vient d'un vol. J'entends que toute richesse vient de l'exploitation. L'exploitation qui serait donc un vol. Là, je te taquine. Tu as un livre à recommander, il me semble, un livre rouge. Mais ce que je veux dire, rouge comme le communiste. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout un appel aux jeunes. On a le choix. Non, c'est pas comme si... Bon, de toute façon, la révolution est inévitable. Elle aura lieu, qu'on le veuille ou non, elle aura lieu. Parce que le système ne marche pas. Elle aura lieu et c'est la masse des exploités. C'est la masse des pauvres. Okay? Je crois qu'il y a un auteur qui a dit, ça fait longtemps que je l'ai lu, je ne me souviens plus, c'est Marx qui l'a dit, je ne me souviens pas des termes exacts. Il dit que, il avait dit que le capitalisme n'a pas seulement créé ses hommes, il a aussi créé les hommes pour les utiliser. Et ces hommes-là, c'est la masse, ce sont les masses pauvres.
c'est le prolétariat, ce sont les prolétaires, les ouvriers modernes, comme on dit. Oh, justement, vous avez soutenu cette thèse-là, que l'exploitation n'est pas la même suivant les pays. Si je considère un exploité en France, il gagne au moins plus que le SMIC, ça fait quoi, 1300 €. Il va se trouver un petit appartement en banlieue pour 400 €. Il est aidé un peu par l'État. Tu vois, il s'en sort un peu par rapport à un exploité en Haïti. Il survit, c'est différent. Il survit, c'est vrai. Il survit, c'est différent. Mais l'ouvrier haïtien ne survit même pas. Il se laisse exploiter. Il ne travaille que pour survivre. À quoi est-ce que c'est un salaire d'un ouvrier? Pour sa reproduction. Payer la maison. Payer la maison, manger. Mais il a la maison, c'est ce que je veux te dire. Est-ce que vous savez qu'il y a aux États-Unis des jeunes qui n'ont jamais vu un fruit de leur vie, un légume de leur vie? Ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a des banlieues partout dans le monde? On le cache, mais il y a des pauvres partout dans le monde. C'est vrai, partout dans le monde, il y a des exploités. Ça reste, non, c'est encore des exploités. Mais j'entends par là. C'est un petit groupe qui exploite la majorité de la population. Je suis dans la nature de l'exploitation. Est-ce que, j'en reviens au cas haïtien, est-ce que l'exploitation ici n'est pas plus que surhumaine? Là, ces gens-là ont une maison, ils ont la voiture, ils survivent. Mais j'ai l'impression qu'ici, les gens ont du mal à même survivre. Quand tu bosses à Sonapi, tu ne survis même pas. Vu le salaire que tu as, ça n'arrive même pas à te payer un appartement, voilà tu n'as pas de voiture. Il faut une révolution en Haïti et dans le monde. Mais il me semble qu'en Haïti, ce n'est pas le capitalisme qu'on a. C'est un autre système, je ne sais pas ce que c'est. C'est un autre système. Le système capitaliste permet à l'ouvrier de reproduire sa force de travail. Laissez-moi vous dire, c'est encore le système capitaliste. C'est encore pire. Parce que le système ne se contente pas d'exploiter la majorité de la population, une population, mais c'est aussi ça. Les grands pays exploitent les petits pays. Donc, il faut quand même un exploiteur. Ça, c'est le stade suprême du capitalisme. C'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme, en effet. Quand les grands pays, maintenant, se mettent à exploiter les petits pays. Bon, c'est peut-être le cas avec beaucoup de voisins qu'on a, qui ne nous aiment pas beaucoup, il me semble. Donc, je disais que la révolution, elle est inévitable. Donc, les jeunes, soit vous fuyez, et là, vous êtes lâches en fuyant, et de toute façon, le problème est partout dans le monde. Soit vous restez à regarder, comme la fille de colère aussi, la mère restait à regarder ce qui se passait sans rien faire, et elle a perdu 2 enfants. Soit on reste là à regarder, on ne fait rien, ce qui est encore inacheté. Soit encore pire, on se met du côté des exploiteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle, on choisit d'être choule. Soit on se décide à se battre. Mais est-ce que... On décide de se battre. Et ça, je pense que c'est la meilleure solution. Est-ce que les universités, c'est une question un peu hors contexte, ne sont pas des usines qui produisent des cadres pour les exploiteurs? Justement, parce que l'éducation est faite pour et par les exploiteurs. Donc, comment est-ce que vous voulez que ce soit différent? Ce qu'il faut, je pense que c'est aux jeunes de chercher à s'instruire eux-mêmes. Et quand tu es ingénieur, quand tu es agronome, quand tu es linguiste, quand tu es caméraman, tu vas travailler dans une entreprise. Tu donnes ta force de travail. C'est comme si tu étais un ouvrier à Sonapi, mais tu es un ouvrier un peu plus sexy. Oui, on est quand même des prolétaires, que ce soit ouvrier ou employé. Vous êtes des prolétaires, vous êtes des exploités. Il n'y a pas de différence. Non, le salarié est un exploité. Oui, vous êtes des exploités, il n'y a pas de différence. Vous vous faites exploiter. C'est comme les exploiteurs sont des sangsues. Mais comment tu expliques maintenant? Il n'y a pas de différence. Comment tu expliques, Je n'aime pas quand les gens disent que, bon, oui, moi-même, je suis employé, j'ai été à l'école, j'ai fait plein de choses. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Ouais. Okay? Donc les écoles, il n'y a pas de nuance de gris, c'est noir ou blanc. Les écoles, les universités, lorsqu'on te dit à l'école, sois le premier, c'est pour que tu sois le premier employé, le meilleur employé après à l'avenir. Tu dois être le meilleur employé, donc tu dois être le meilleur esclave. C'était commode au temps de l'esclavage. Tu devais récolter plus de coton. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, quand tu as une moyenne de 9 à l'école, tu as apporté plus de coton. Donc, tu as un avenir qui t'attend. Oui, voilà, tu es le meilleur esclave. Kanjaou, mademoiselle. Tu étais quand même un esclave. Et quand tu n'avais pas 9, tu étais quand même battu.
Oui, il y a Que quelqu'un tu qui aies va. 19, que tu as eu un 0,5, tu t'es quand même battu. Donc tu restes un exploité. Ouais, ça me fait penser à beaucoup de grandes multinationales comme McDonald's. Ils ont toujours l'employé du mois. La photo de quelqu'un Oui, comme qui est c'est l'employé pour te du mois. faire, c'est pour berner les gens. Quand Pour te Jaou, faire retournons comprendre à la que- littérature, madame. Ah oui. Je vois que vous êtes, on ne peut plus animé, agité. Et Lionel Trouillot, qui est un écrivain haïtien qui a des idées de gauche aussi, il faut le dire. Et Kanjaou, ça parle de quoi? Kanjaou, déjà Kanjaou, c'est une fête. C'est une fête populaire où tout le monde apporte ce qu'il a. Ça, justement, ça rapporte un petit peu Ouais. au communisme qui est l'abondance. Ouais. Ok? L'équivalent serait un peu l'auberge espagnole, comme on dit. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Ça fait une grosse fête, ça fait un Kanjaou. Voilà. Et ce livre a été écrit pendant la deuxième occupation américaine. Mhm. Déjà, bon, encore, c'est un groupe de jeunes qui avaient décidé de militer. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est les personnages. Par exemple, Rodney, bon, il est comme il est égoïste, c'est lui ou personne d'autre. OK? Il est d'une petitesse d'esprit, il est très restreint, il est dans sa bulle. Je pense que Mais il est militant. mais oui, il se dit être militant. Militant de gauche, c'est de ça que nous parlons, bien entendu. Mhm. Il se dit être militant. Moi, je veux qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas pour une partie. Comme si pour un parti. Je ne suis pas communiste ou capitaliste. Je ne suis rien. Je suis pour la révolution. C'est tout. Mais J'essaie quelle de- révolution? Jusqu'à présent, il faut que le système change. Il faut Mais changer. quel qualificatif tu mets derrière le mot révolution? Si tu me dis que tu es pour la révolution, pour moi c'est flou, c'est un mot valise. Ça Il peut faut prendre beaucoup de changer le choses. système, ce système-là, le système capitaliste comme il est. Ah, le système, donc tu es communiste. Je suis pour un changement. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Peut-être Je que me- tu n'es pas communiste, mais est-ce que tu Je es me cherche encore. une social-démocrate? Un peu ce Je qu'ils ont me en cherche Allemagne. encore. Peut-être que c'est ça, la social-démocratie. Comme en Allemagne, c'est pas le communisme, mais c'est pas le capitalisme non plus, disent-ils les Allemands. Ce qui est intéressant de Trouillot, Ouais. c'est que là, nous avons, avec les différents personnages, nous pouvons voir ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que finalement le groupe s'est divisé? Et nous allons voir... Le à fameux travers- groupe des 5. Oui, le fameux groupe des 5, nous allons voir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Le type de leader qu'il peut avoir, le type de militant qu'il peut avoir. Donc, c'est pour ça que j'invite les jeunes à Ouais, à lire Kanjaou. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va avoir un groupe révolutionnaire, qu'on va militer, il faut savoir comment faire. Donc Rodney, c'est un jeune militant, c'est vrai, mais il avait ses incohérences. Oui. Mais il y a un fait intéressant sur l'écrivain qui a écrit ce livre, Lionel Trouillot, qui a très souvent un discours anti-Nations Unies, anti-MINUSTA. Mais le même Lionel Trouillot a écrit un livre avec la porte-parole de la MINUSTA, un livre d'amour, Lettre de loin en loin. Est-ce que tu trouves que Lionel Trouillot est un peu comme son personnage? Est-ce qu'il a ses incohérences aussi? Lettre de loin en loin, c'est une correspondance amoureuse entre Lionel Trouillot et la porte-parole de la MINUSTA, Sophie Bouteau de la Combe. Bon, ce qui est intéressant avec Lionel Trouillot, c'est que dans tous ses livres, il y a toujours la fête, la collectivité. Pour moi, c'est ce qui est intéressant. C'est le côté politique. Ce qui a à retenir vraiment, c'est ça. Est-ce que les C'est le politiques, vivre ensemble. est-ce que les qu'il politiques prône dans sont ses livres. incohérents? Est-ce que les politiques, des fois, sont incohérents par rapport aux choix qu'ils font? Est-ce qu'il n'y a pas des militants communistes haïtiens qui envoient leurs enfants étudier à Londres et qui envoient leurs enfants faire leurs études en France et qui est militant? Est-ce que... C'est pour ça que j'aime beaucoup Kanjaou. Parce que justement, ça décrit ces genres de militants. Ouais. Qui sont des fois incohérents, voilà. Et aussi le Kanjaou, dans le roman, c'est aussi un club. Oui, c'est aussi c'est un bar. Ouais. C'est un bar où le des membres travaille et où les gens de la MINUSTA, les gens du haut, comme ils les appellent, viennent se détendre. Une fois par semaine. Mais comme par hasard, il y a un bar en Haïti qui ressemble beaucoup à ce bar, qui s'appelle le Yanvalou, où les gens, les expats, ou les gens de la bonne société, la petite classe moyenne haïtienne. Bon, il y en a partout.
Mais Kandjaou, Ian Valou, ça m'a fait beaucoup penser. J'ai établi le lien tout de même. Mais donne une raison à une jeune fille qui vient tout juste d'allumer sa télé, là. Donne-lui une raison pour qu'elle se mette à lire Kandjaou. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous apprend. Déjà, l'exemple est là. Ils ont voulu militer. Voilà. Il y a une volonté de militance. Il y a une volonté de militance. Il y a une volonté de changer les choses, de se battre. Pour que les choses ne restent pas comme elles sont là. Oui. Kandjaou. Déjà, ça, c'est l'exemple. Ensuite, il y a les personnages, le modèle de personnages. Parce qu'il le faut. Il faut savoir que dans un groupe, il y aura toujours un Rodney. Il y aura toujours un Joël qui se laisse influencer. Il y aura toujours un narrateur qui est attaché à son journal. Ouais. Il y a aussi le petit professeur. Il ne faut pas beaucoup l'attendre sur le terrain, le petit professeur. Oui, oui. Il est l'intellectuel, il conceptualise, il structure l'affaire, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut aller sur le terrain dissimuler des tracts. Voilà. Bizarrement, il m'a fait penser à Lionel, le petit professeur. Moi, ça, c'est autre chose. Oui, mais je voulais revenir là-dessus aussi. Il ne suffit pas d'écrire. Ça, je le dis. Oui, nous écrivons. À un degré moindre. Mais il ne suffit pas de se plaindre, il ne suffit pas d'écrire ou de dire les choses. Il faut agir, il faut agir. Une vraie militance. C'est ça. C'est ça. Il faut agir. Parce que parler, se plaindre, pleurer, ça ne sert à rien. Mais comment agir? Faut-il que les jeunes qui regardent maintenant cette émission se mettent à monter des associations politiques? Je pense à intégrer les partis qui existent déjà? Je pense qu'il faudrait avoir un parti révolutionnaire, mais bien structuré. Un parti communiste? Je ne dis pas communiste, D'Angelo. Pourquoi tu l'appelles parti révolutionnaire? Parce que moi, ça me fait penser à la révolution sexuelle de mai 68, par exemple. C'était une révolution. Non, moi, je parle de politique. Ok, d'accord. Mais quand tu me dis révolution, moi, je me dis, de quelle révolution elle parle? Je pense à la révolution des parapluies. Je n'ai pas arrêté de le dire. Ouais. Si on passe 1 heure ensemble, je n'ai pas arrêté. Mais pourquoi tu refuses de dire un parti communiste que les jeunes qui regardent peuvent monter? Pourquoi est-ce que vous voulez que je le dise? Mais si c'est ça, disons-le, appelons les choses par leur nom. C'est parce que ce n'est pas ça. Tu dis révolutionnaire. C'est ça, un parti révolutionnaire. Oui, c'est ce que je dis. Mais un jeune qui te regarde maintenant, il va se dire, mais parti révolutionnaire, quelle révolution on va faire? Est-ce la révolution numérique? On va numériser tous les appareils? Il ne le dira pas parce qu'il aura compris. Je parle de changer tout le système. J'ai parlé du système qui ne va pas. J'ai parlé comment est-ce qu'il faut faire. Donc une révolution politique. Oui, voilà. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre un mot? Parce Pourquoi que est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose de nouveau? Ok, tu veux pas le mot? Ok, je comprends. Ça aussi, ça participe de la communication politique. Des fois, le mot, quand tu le mets, ça peut désarçonner. Le mot, quand tu le mets, ça peut créer des incompréhensions. Non, c'est ce que moi, je lui dis. Mais t'inquiète pas, je te taquine pendant longtemps là. Tu proposes aussi la mer. Et donc là, on fait un petit rappel pour les gens. Et tu as proposé à Mon Colère Folie. Et nous sommes vraiment à la fin. Et je propose aussi les livres dans lettres. Elle a écrit 4 livres, je crois. Elle a écrit Mon communisme, le Parole de prolétaire, Toute ma vie. Voilà. Et puis moi, je propose Alexandre Adler, Le communisme. Je rappelle que tous les livres qui sont dans ces chaises-là m'appartiennent, c'est ma bibliothèque. Donc j'ai pris ça de ma bibliothèque que je propose aussi, Le communisme. Alexandre Adler, on ne sait jamais. Moi, je peux dire les noms. Ce que je dis, c'est que le problème, ce n'est pas un problème d'appellation politique. Non, le problème, c'est un problème le grand problème, c'est la division de la société en classes sociales. Et tu penses qu'il faut casser les classes sociales? Je le pense. Est-ce que tu penses qu'il faut une société sans bourgeois, sans exploiter, pauvres? Sans exploiteurs, sans exploiter. Et comment les richesses vont être managées à ce moment-là? Comment tu vas gérer les usines, les entreprises, et comment tu vas les gérer? Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Tout le monde reçoit selon ses besoins. Tout le monde travaille selon ses capacités. Ouais, c'est ça, j'adore cette formule. De chacun selon ses besoins. Je n'ai pas voulu le dire comme ça. Mais... Ouais.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Manick Maître sur le plateau Délivrez-vous. Et Manick, merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que les jeunes vont lire tes livres. Kanjaou, Lionel Trouillot, Amour, Colère, Folie, Marie-Vieux Chauvet, La Mère, Gorky. C'est un excellent voyage qu'elle vous propose de faire. Il y a un parent qui te regarde maintenant et qui a envie que tu lui dises « Aide-moi, Manick, dis-moi ce que je dois dire à ma fille de 16 ans pour qu'elle lise. » Une mère. Qu'est-ce que tu dirais à cette mère qui te regarde là maintenant? Je lui dirais que pendant le confinement, c'est le meilleur moyen de continuer à s'instruire. D'ailleurs, c'est une chance qu'on a, bon, que le monde soit comme ça, parce que c'est le moment de prendre un temps, de faire un recul sur soi, de prendre du recul par rapport à la société pour comprendre que ça ne va pas. Absolument. Pour comprendre qu'il faut une révolution et qu'il nous faut des jeunes. Pour conduire cette qu'il ne faut plus rester dans ce petit cocon, dans sa petite bulle, parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Par contre, le corona nous prouve qu'il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Tout le monde meurt. Hein? Oui, à la fin. Et même Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a contracté le Covid-19. Là, je me suis dit, même le prince de Monaco l'a eu. Là, je me suis dit, ce Covid-19, c'est quelque chose. Et on est d'accord que le système ne peut pas faire face. Ouais, à ces crises sanitaires d'envergure pandémique. Voilà les recommandations de mon invité. Et profitez vraiment de ce confinement, mesdames et messieurs. Bon, moi, j'ose pas le dire, mais moi, je prends beaucoup plaisir dans ce confinement. J'écoute de la bonne musique, je fais des visites virtuelles de musées, je me rattrape dans mes lectures. Là, je suis avec un écrivain que je vous recommande, qui s'appelle Tennessee Williams, un écrivain américain qui a publié des nouvelles magnifiques. Profitez du confinement pour vous cultiver. Je remercie le staff technique de la télé qui m'a permis de recevoir Manick Maître. Je remercie Guito, Emmanuel, Féquière, Émilie, Serge, Barreau, et voilà, je me perds toujours. Et Jimmy qui fait le montage, et voilà, et Alphonse qui aide à coordonner toute la réalisation. C'est vraiment une grosse équipe qui me permet de débarquer chez vous. Ral qui nous donne le son, qui gère tous les micros de la télé et de la radio. Je vous dis merci d'être avec nous. Et si j'ai oublié un collègue la semaine prochaine, vous n'allez pas me voir à la télé, c'est comme ça, il va me trucider, il va me dire voilà mec, tu m'as oublié. Donc je vous permets de respirer. Je vous dis gardons bonheur dans le monde. Il faut bien deux êtres, des livres et vous.